M5 TV, les naïcs, avec vous. Nicole Bouteau est mon invitée. C'est une femme politique de Polynésie, Polynésie française, mais c'est aussi une Parisienne. Elle est née à Raincy. Alors Raincy, c'est juste à côté, c'est en Seine-Saint-Denis. C'est en Seine-Saint-Denis, effectivement. Voilà. Donc je suis née au Raincy et jusqu'à l'âge de 4 ans, je vivais dans une petite ville qui s'appelle Gagny. Gagny. Donc une Parisienne, tahitienne, parce que maman tahitienne. Voilà. Papa de quelle origine? Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Et alors, vous repartez en Polynésie. Ouais. Et depuis, la Polynésie est ton pays de cœur, de tous les jours, Ouais, je suis des deux, en fait. J'aime la France, j'aime la Polynésie. Voilà, je vis très bien ces deux cultures. Et... Le métissage, parfois, peut être mal vécu. Là, il est bien. Ah, complètement. Ouais, bon. Vraiment complètement. Mais je pense que mes parents ont fait en sorte qu'on puisse justement vivre avec les deux. Donc, voilà, je reviens toujours avec plaisir en métropole. Mais c'est vrai que lorsqu'on nous pose la question, et je suis sûre que ça doit être également ton cas, on dit avant tout qu'on est polynésienne, on est français, mais nous sommes polynésiens. Voilà. Alors moi, j'ai tendance à dire, enfin plus jeune du moins, quand j'étais en France, je disais je suis tahitienne, et quand je suis à Tahiti, je disais moi je suis une bretonne. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où on se cherche quand on est jeune, où on ne sait pas trop où bien se positionner, on a envie de se positionner quelque part, mais on n'y arrive pas parce que on n'est pas tout à fait ni tahitienne, ni... enfin moi je parle pour mon cas, mais ça doit être le cas pour d'autres métis, mais en tout cas, on n'est pas venu parler du métissage, nous on est venu parler de toi un petit peu, parce que tu as fait des études, tu as eu une maîtrise en droit des affaires. Oui, en droit des affaires, oui. Et la politique, elle est venue comment ? Des événements dans ma vie. Alors certainement le premier événement, parce qu'à un moment je me suis posé des questions, parce que petite jusqu'à l'adolescence, j'étais certaine d'une chose, c'est que je ne ferais pas de politique. Ah. Parce que j'avais un oncle dans ma famille, Toutra Salmon. La vie politique prenait beaucoup de place, une telle dimension dans sa vie familiale. La famille était très unie, mais souffrait énormément. Enfin, on le voyait tous les jours. Voilà, de cet engagement politique que je m'étais dit. Moi jamais. Voilà, moi jamais. Et en fait, voilà. En fait, il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Et mes études en France, d'abord, je crois, et vraiment, quand on peut pousser les jeunes de Polynésie ou d'ailleurs à quitter le cocon familial, à quitter, bon, pour nous c'est notre île, à voir ce qui se passe à l'extérieur, ça enrichit, ça forge, et ça forge la jeunesse. Donc ce temps passé en études à l'extérieur de la Polynésie m'a amené une certitude, c'est que je voulais retourner travailler en Polynésie et pour mon pays. Ça, c'était le premier événement. Et le deuxième événement, ce sont les événements de septembre 95, où je terminais, j'entrais tout juste dans la vie active, et la reprise des essais nucléaires, les incendies, enfin l'aéroport de Tahiti Fa'a a été brûlé, la ville également de Papeete, et ça a été un électrochoc, je pense, pour beaucoup, mais moi je voyais la ville brûler de chez moi, et puis on n'avait plus d'électricité, juste une radio, et on entendait, en fait on avait Europe 1 à ce moment-là, radio à pile. Et pendant qu'on voyait la ville brûler, on entendait un journaliste métropolitain qui disait « Je suis dans la ville de Papeete, la ville est en feu, on se croirait à Sarajevo, c'est la guerre civile en Polynésie. » Moi, ces mots m'ont marqué. Ce fameux électrochoc. Un électrochoc parce que c'était pas la guerre civile, mais en même temps... Mais ça y ressemblait. C'est vrai que moi, voilà. j'habitais aussi en montagne à cette époque et je voyais les flammes. Nous, ma belle-maman de l'époque avait une boutique et elle se disait « Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ?» a commencé et le lendemain, on a découvert que tout avait été saccagé. Il y avait beaucoup d'immeubles brûlés, effectivement. Donc là, c'est une envie, et là tu te dis, il faut que je fasse quelque chose pour mon pays. Non, mais en fait, c'est que le lendemain, quand on a vu les images, on n'a pas vu que les émeutiers. On a vu que de nombreux jeunes, en fait, ont rejoint les émeutiers dans la ville. Ces jeunes descendaient des quartiers de Papeete, de Fa'a, ils avaient le même âge que moi. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai eu la chance d'avoir
entre guillemets une jeunesse dorée, sans difficulté. On n'était pas riche, mais on vivait bien. Et j'ai pas vu cette autre jeunesse. Et je l'ai pris comme un message, c'est-à-dire, tu vois ce que tu as, toi, tu as un travail, tu as une voiture, tu as une maison, tu aucun souci. Ben nous, on l'a pas. Alors on se sert. Et c'est ces événements-là qui, avec d'autres, avec des amis, on a décidé de s'engager en politique. Parce qu'on se disait que c'est la politique aussi qui pouvait faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Voilà, et j'avais 25 ans. Et tu rejoins à l'époque Gaston Floss, qui est président de la Polynésie. Tu le quittes un petit peu plus tard et tu fondes ton parti. Alors tu es la première femme polynésienne à fonder un parti politique. Voilà, alors c'était pas pour être la première femme, c'était vraiment ça. J'ai passé 8 ans aux côtés effectivement de Gaston Floss. J'ai appris énormément, ça m'a enrichi. C'est ça, je suis certainement ce que je suis aujourd'hui en partie grâce à cette expérience. C'est un bourreau de travail, hein. Oui, il faut lui reconnaître. C'est quelqu'un qui travaille énormément et il faut lui reconnaître et qui à un moment aussi a donné sa chance à des jeunes. Je fais partie de ces jeunes-là, donc j'ai appris énormément, mais j'ai apporté également mes compétences. Oui, parce que comme tu disais en début d'interview, de temps en temps, il faut sortir de son cocon aussi et puis voler de ses propres ailes. Donc c'est ce que tu as fait avec ton parti. Aujourd'hui, il existe toujours ce parti. Il existe toujours, mais nous nous sommes fédérés. Les 10 dernières années ont été un petit peu compliquées en Polynésie, beaucoup d'instabilité, l'offre politique s'est multipliée et on a décidé de se fédérer. Plusieurs partis qui se réunissent pour une même idée. Voilà, l'année dernière. Donc mon engagement, les valeurs que je porte, mes convictions restent les mêmes. Voilà, je pense aussi qu'il y a la crise que nous avons traversée a aussi amené, je pense, de la maturité. Et alors ces jeunes que tu avais vus à l'époque, des événements qui étaient partis dans la rue pour crier un petit peu leur désarroi, hein, quelque part, est-ce que tu retrouves le même désarroi, j'ai envie de dire, chez les jeunes aujourd'hui, ou tu sens qu'il y a quand même eu une évolution positive ? Je dirais que c'est partagé. Je pense que la crise qu'on a traversée a creusé encore plus la fracture sociale. Qu'en même temps, ça a pu aussi faire réagir. Je vois, pour la jeunesse, en tout cas, qui a les moyens de poursuivre et de faire des études, le réflexe n'est plus automatiquement de se dire il faut absolument que je me trouve un poste dans l'administration. Oui. Je trouve qu'il y a aujourd'hui une jeunesse entreprenante et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que voilà, je n'attends pas tout de mes aînés ou des pouvoirs publics. J'attends pas que ça me tombe tout cru dans les bras et je fais quelque chose moi aussi pour mon pays, ce que toi t'avais. Voilà, et on en voit de plus en plus d'exemples comme celui-là. Donc porteur d'espoir, et à côté de ça, on a quand même une majorité de la jeunesse polynésienne qui est en souffrance, qui n'a pas de perspective d'avenir. Et c'est vrai que bon, c'est un cheval de bataille. Le fil conducteur de mon engagement politique, on était un peu précurseur en Polynésie, c'était le concept du développement durable. Et dans le développement durable, au-delà de la précaution écologique, de l'efficience économique, c'est avant tout aussi de mettre l'homme avec un grand H, au centre de toutes nos préoccupations. Et la formation des hommes, qu'elle ce soit la formation initiale, la formation continue, la formation professionnelle, c'est vraiment, je dirais, un domaine où on doit mettre une priorité absolue, et je trouve qu'on ne le fait pas assez en Polynésie. Donc pour terminer, un message à ces jeunes, pas ceux qui entreprennent, parce que apparemment ils se débrouillent bien tout seuls, mais ceux qui traînent encore un petit peu la patte, ce serait de dire « formez-vous ». Ah oui, absolument, et je pense que c'est aussi notre devoir de les accompagner, et, parce que parfois ils ne peuvent pas être aidés par leurs parents qui eux-mêmes n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre une scolarité, je dirais, classique. Donc voilà, nous les aider et les encourager en disant ne baissez pas les bras. On va y arriver. Et puis on a un beau pays, voilà,
pleine richesse et ça vaut le coup qu'on se batte pour lui. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une catastrophe pour se dire « Ah, je suis bien quand même chez moi et j'ai envie de faire des choses pour chez moi ». C'était un petit peu l'électrochoc que tu avais vécu quelques années avant et qui t'a fait t'engager en politique. En tout cas, le message est celui-là. Les jeunes, faites des choses et ne baissez pas les bras. En tout cas, merci Nicole d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau parce que tu es venue pour un voyage, non pas d'agrément, mais un voyage professionnel. Donc, entre plusieurs rendez-vous, c'est toujours sympa de recevoir des compatriotes. Et de Polynésie, je le rappelle encore, de Polynésie, de Guyane, de Mayotte, de Martinique, de Guadeloupe, d'où que vous veniez des Outre-mer, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de partager votre histoire, eh bien vous êtes les bienvenus, vous aussi, sur notre plateau à OM5 TV. Merci Nicole. Merci Lénaïque.